la presse yiddish. Une série de 15 émissions proposées par Henri Minzeles et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série réalisée avec le concours de la Fondation Doron. Henri Minzeles, bonjour. Bonjour. Après les différentes formes du feuilleton yiddish, aujourd'hui la vulgarisation scientifique à travers la presse yiddish. Alors d'abord, une remarque préalable, lorsque l'on parle de science, de vulgarisation scientifique, on pense au terme yiddish ou allemand, Wissenschaft, qui signifie la connaissance. Ce n'est pas seulement la science au sens technicien du terme, au sens de science exacte. C'est aussi les sciences sociales et notamment la linguistique dont nous allons parler tout de suite, puisque lorsqu'on parle de science en yiddish, on pense également immédiatement au YIVO, au Yiddische Wissenschaftliche Institut. C'est bien ça? Je ne sais pas si je prononce très bien. Très joli accent. Alors, c'est très bien. Oui, effectivement, on pense au YIVO, et si on pouvait faire un parallèle, on dirait grosso modo, mais dans un sens peut-être plus populaire, on peut considérer que le YIVO a été une sorte de CNRS avant la lettre. Il a été fondé en 1925, il correspondait à un besoin. On s'était aperçu que, par exemple, en Allemagne, il y avait ce qu'on appelait le Wissenschaft des Judentum, c'est-à-dire la connaissance du judaïsme. Qui accompagnait la Scala. Qui a accompagné la Scala, qui a été d'ailleurs une institution très vénérable et très importante. Mais le but du YIVO était un peu différent. Il s'agissait alors, sur le plan yiddish, de faire connaître aux Juifs ce qui se passait dans le monde non-juif, et d'un autre côté, que les Juifs eux-mêmes, par eux-mêmes, parce qu'il y avait suffisamment de spécialistes, parlent des problèmes qui intéressaient le judaïsme en tant que tel. Et c'est en ce sens-là que c'était différent de la Wissenschaft des Judentum, mais c'est aussi dans ce sens-là que ça avait un caractère éminemment populaire et que les meilleurs spécialistes ont collaboré à cet institut. Il faut dire que c'était, vous parlez du judaïsme, mais il faut dire que c'était surtout un institut yiddish. Alors, c'était un institut yiddish, c'est vrai, il a été fondé en 1925 à Vilno, et d'ailleurs, il a eu des fortunes diverses, c'est même une très belle histoire, et je pense qu'un jour un historien devrait raconter l'histoire du YIVO, parce que le YIVO a réussi à se développer. Il a eu d'ailleurs pas mal de correspondants dans toute la Pologne qui ramassaient tous les renseignements qui pouvaient intéresser le judaïsme sur le plan sociologique, sur le plan historique, sur le plan folklorique et sur le plan surtout linguistique. Et ça a duré jusqu'en 1940. En 39-40, une partie du YIVO s'est transférée à New York. Ce qui est resté du YIVO à Vilno, la suite, nous la connaissons. Il y a eu l'occupation allemande et avec les gens qui ont fait de cette brigade de papier, si bien qu'une partie des documents ont été envoyés à Francfort, par la suite ont été récupérés par le YIVO de New York, et d'autres ont servi malheureusement de récupération ou de semelle de souliers pour l'armée allemande. Et il ne faut pas oublier qu'il y avait 30 à 40 000 ouvrages, une centaine de milliers de documents. Vraiment, c'était un institut. D'ailleurs, Dubnow, dans les années 1935, Dubnow était un grand historien juif, pour fêter le 10e anniversaire du YIVO, avait prononcé un discours très remarqué dans lequel il disait ce n'est pas un hasard qu'en 1925, à une semaine près, ont été constituées 2 universités, l'université de Jérusalem et l'université de la Jérusalem de Lituanie, c'est-à-dire le YIVO. Et il faut dire que le YIVO existe toujours. Il est d'ailleurs situé dans un très bel immeuble, en face de Central Park à New York, tout près presque à l'angle de la 5e avenue. Je vois que vous y avez été. Alors, le YIVO, c'était donc un institut yiddish, Henri Minzeles. C'était un institut où l'on étudiait beaucoup l'histoire, la sociologie, et je dirais que c'était peut-être avant tout un institut philologique. Oui, avant tout philologique C'est-à-dire linguistique. C'est ça, il fallait sur le plan linguistique normaliser, je ne sais pas le mot adéquat, mais enfin j'en connais pas d'autres, c'est-à-dire lui donner quand même un caractère, mais absolument d'une langue, en ce qui concerne le yiddish. Déjà en 1908 avait eu lieu
une rencontre à Tchernovitz, en Bucovine, enfin en Roumanie du Nord, où on avait posé un certain nombre de jalons pour que la langue yiddish ne soit pas une espèce de magma un peu dialectal, mais au contraire une véritable langue. Et la lettre de noblesse qui avait déjà été faite à la conférence de Tchernovitz, c'était agrémenté par la fondation des écoles, et notamment des écoles séculières. Et en 1925, quand le YIVO a été créé, on a continué sur cette lancée en lui donnant donc le caractère scientifique dans l'esprit dans lequel vous parliez de ce qu'on entend par le mot scientifique. Alors, il faut donner tout de suite deux noms, et je vais en donner un d'abord, parce que c'est un rôle fondamental, c'est celui qu'a joué Max Weinreich. Max Weinreich était un intellectuel de haut niveau, qui d'ailleurs connaissait parfaitement le yiddish, et qui a donc été à la tête du YIVO, et par sa rigueur, par sa logique, par son opiniâtreté, il a donc étudié le yiddish, ce qu'il pouvait y avoir de bon, ce qu'il pouvait y avoir d'archaïque, l'élocution étrangère, qu'on utilisait dans le yiddish, parce qu'on l'a toujours utilisé. D'ailleurs, toute langue est une langue de fusion. Prenez tous les anglicismes qu'il y a dans le français et qu'on traduit finalement dans un bon français, n'est-ce pas? Et ben, on a fait la même chose pour le yiddish. Et Max Weinreich a été vraiment la charnière de cela. Et puis, un deuxième homme qui a été cité d'ailleurs à plusieurs reprises dans nos émissions précédentes, il s'agit de Zalman Reisen, qui était lui aussi un grammairien, un lexicographe et un linguiste de renom, et qui en plus était le directeur d'un journal, comme je l'ai dit, du Wilnortog. Alors, il se trouve que grâce au YIVO, sur le plan linguistique, il y a eu un pas énorme en avant. Il y a eu même des expressions idiomatiques qui ont été étudiées. Vous savez probablement qu'en yiddish, on peut dire yo, on peut dire yé, on peut le dire d'une autre manière, c'est-à-dire que il y a... On peut dire nein aussi. Non, mais c'est autre chose. Il y a donc des parlers différents, des parlers idiomatiques suivant la région, puisqu'il y a le Litvak ne parle pas la même chose, ne parle pas de la même manière que le galicien, lequel ne parle pas de la même manière que le varsovien, ce qui est normal, hein, après tout. On prend la France, c'est pareil. Entre un gars qui, disons, une personne qui habite Lille et quelqu'un qui habite Marseille, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose. Peu cher, n'est-ce pas? Eh bien, je vais donner un exemple très précis. Le fils de Max Weinreich, Uriel Weinreich, que l'on trouve dans tous les dictionnaires, parce que c'est un des plus grands linguistes de tous les temps, avec Chomsky, par exemple, a fait une étude sur ce qu'on appelle les Sabestikellossen. Les Sabestikellossen, ce sont donc des parlers très spéciaux de la région de Vilna, où le Shabbat devenait le Sabes, où le Loschen, c'est-à-dire la langue, devenait le Lossen, et ça pouvait donner quelque chose comme ça. Je vais le lire, j'en ferai la traduction. Sabes nochen sollen, ota suster gesnut ota Schneider, in Fuß auf das Schlossberg. Alors évidemment, ça fait très drôle parce que on dirait une espèce de suite d'onomatopée assez cocasse. En fait, ça voulait dire Shabbos nochen sollen, c'est-à-dire moi, je le dis à la varsovienne, c'est-à-dire samedi après la paye, ota schister, à Schuster, c'est-à-dire un cordonnier, ota suster. Bon, bah, je m'étends pas là-dessus, mais ce que je veux dire surtout, c'est que... Mais terminez quand même la phrase. Ota geziert à Schneider, donc un tailleur, in Fuß, auf das Schlossberg, c'est-à-dire à pied, au pied d'une montagne, n'est-ce pas? Schloss, c'est le château, et c'est devenu Schloss. C'est-à-dire que c'était pas rare dans cette région autour dans le Vilnaland, si l'on peut dire, il n'était pas rare qu'il y ait des gens qui parlent avec le se, un peu comme ils zozotaient, disons, ils zozotaient à la yiddish, qui est très drôle, au lieu d'utiliser le che. Bon, ça c'est un exemple. Et puis, il y a d'autres exemples, alors qui sont, disons, un peu moins cocasses et très sérieux également, parce que c'est sérieux, ce genre. Une langue, on s'amuse pas avec. C'est aussi voir comment d'une langue de fusion, on peut l'utiliser pour que le yiddish devienne une langue autonome, une langue qui se suffit à elle-même.
Alors tous ces travaux tout à fait passionnants et fondamentaux pour l'étude de la langue yiddish sont passés donc dans la presse yiddish. Oui, parce que... À travers un certain nombre d'articles. Absolument, par un certain nombre d'articles, ou Reisin, ou Weinreich, ou d'autres. Il y avait d'ailleurs, dans les revues littéraires, très souvent, on voyait cela, parce qu'il y a eu des discussions, même des discussions très ardues, sur une certaine pureté du yiddish. Et d'un autre côté, il y avait des linguistes, disons, soviétiques, qui voulaient qu'on expulse, je crois que nous l'avons dit dans une de nos premières émissions, voulaient expulser certains mots hébraïques, en disant que ça faisait double emploi, et que surtout ça avait un caractère réactionnaire. Ce qui était absolument idiot, parce qu'une langue, prenons par exemple le français, il existe ce qu'on appelle des doublets. Frêle, fragile, par exemple, n'est-ce pas? Le terme savant et le terme populaire. Il y avait ça aussi, et surtout lorsqu'il s'agit de termes religieux, il aurait été impensable d'enlever le caractère spécifiquement traditionnaliste de tel ou tel terme dans la langue yiddish. Es gefreut die goldene Pave avec, kein Misrach suchen die nächtige Tag. Trilli, tralala, trilli. Flieht sie und flieht, wie sie seht in die Berg, auf a weißer Klatsche an alten Tag. Trilli, tralala, trilli. Tut in die goldene Pave afrek, zu hast du gesehen die nächtige Tag. Trilli, tralala, trilli. Verknetscht der Tag dem Stern und klärt, die nächtige Tag nicht gesehen, nicht gehört, und hat sie die Leitzes und hat Jod zum Feld. Uns klingt in die Berg sein Ha-Ha-Ha-Ha, a goldener Vogel du Nase. Es geflogen die goldene Pave weg, ging zu offene suchen die nächtige Tag. Trilli, tralala, trilli. Setz sie a Fischer beim Breck von Jam, zieht euch seine und singt zum Ram. Trilli, tralala, trilli. Tut ihm die goldene Pave afrek, so hast du gesehen die nächtige Tag. Trilli, tralala, trilli. Verknetscht der Fischer dem Stern und klärt, die nächtige Tag nicht gesehen, nicht gehört, und entfährt ihm gar nicht, sagt noch. Und verrendigt sein Lied mit a Tralalala, a goldener Vogel und a Nase. Henri Minzeles, je rappelle que nous parlons aujourd'hui de la vulgarisation scientifique à travers la presse yiddish. Alors il y avait également, il y a eu un certain nombre d'articles, de dictionnaires qui sont parus dans la presse yiddish. Oui, il y a eu des dictionnaires yiddish-polonais, polonais-yiddish. Récemment d'ailleurs, il y a eu en France le yiddish français, et tout récemment, il y a quelques mois, il y a eu le français yiddish, qui s'inspire entièrement des directives du YIVO. Le YIVO a été le gardien fidèle de la pureté de la langue yiddish en matière littéraire. Il avait même un slogan qui était « Ret ascheinem Yiddish », parler un beau yiddish. Bon, mais tout cela, c'est tout de même relativement ardu, Henri Minzeles. Est-ce que vraiment ce genre de choses avaient leur place dans la grande presse yiddish? Oui, bien sûr. Et les gens s'y intéressaient. Mais les gens s'y intéressaient, les gens discutaient de ça. Bon, ça intéressait les spécialistes, mais ça intéressait les lecteurs aussi. Puis finalement, c'était pas si ardu que ça.
On appelle ardu une chose parfois que l'on ne veut pas tellement étudier parce que ça a l'air de passer au-dessus de vos têtes. Mais en fait, c'était pas la philosophie de la langue. C'était la langue elle-même, comment on la parlait. Alors, je pense que c'était pas si ardu. Mais ce qu'il y a eu surtout, puisqu'on parle des articles du journal, ça a été même plus loin. Il y a eu des journalistes ou des spécialistes qui étaient au YIVO, que ce soit des historiens, des sociologues ou des grammairiens, et on peut dire même que les plus grands noms du journalisme yiddish ont, grâce à cela, ont créé un dictionnaire général, une sorte de Larousse, qui s'intitule Die Allgemeine Enzyklopädie, qui d'ailleurs, hélas, est inachevé, et qui compte 10 ou 11 volumes, et qui est vraiment... alors, il y a deux choses. Il y a le côté encyclopédique, ABCT, etc., enfin, Aleph, Beis, Gimel, Dalet, et puis, qui n'est pas achevé. Et puis, il y a aussi la thématique, c'est-à-dire la sociologie juive, la littérature juive, l'histoire juive, la linguistique juive, la linguistique yiddish, la linguistique hébraïque, mais en yiddish. Bon, alors la science, c'est bien sûr les sciences sociales, nous l'avons dit, mais c'est aussi les sciences exactes, et notamment la médecine. Surtout la médecine. Nous avons parlé de deux hommes... La médecine est-elle une science exacte? On pourrait en discuter. Disons qu'elle est semi-exacte. En tout cas, c'est un art... Bon, il existe l'art médical. Bon, enfin, nous n'allons pas parler du sexe. Alors, il y avait des articles de médecine pratique. De vulgarisation. Alors, c'est là que vraiment le mot vulgarisation scientifique prend tout son sens, puisqu'il ne s'agit plus uniquement de Wissenschaft, donc de connaissance, mais il s'agit déjà de comment élever un enfant, comment administrer un médicament, comment se laver les dents. Ce sont des choses qui ont été très bien suivies par le lectorat yiddish. Et il y a eu deux hommes qui étaient à la base de cela, enfin qui étaient les plus célèbres. C'était tout d'abord le docteur Tzemar Shabbat, et Tzemar Shabbat qu'on appelait qu'un soviétique avait appris, il avait appris un terme yiddish, et on disait du docteur Tzemar Shabbat, c'est Ost Tudvai, c'est-à-dire que c'était le médecin Os j'ai mal, Ost Stitmevai, c'est-à-dire docteur, j'ai mal. Et on l'avait appelé comme ça. Le docteur Tzemar Shabbat s'appelait le docteur Ost Tudvai. Et c'était aussi d'ailleurs un autonomiste comme Prilutsky. Prilutsky était à Varsovie, directeur du Moment. Tzemar Shabbat était un vulgarisateur scientifique à Vilno, tout en étant un très très bon médecin. D'ailleurs, lorsqu'il est mort, il y a eu, je crois, 30 ou 40 000 personnes qui l'ont accompagné à sa dernière demeure. Et alors, c'était un homme très didactique et qui écrivait beaucoup. Quand je vois tout ce qu'a pu écrire, tout ce qu'a fait cet homme, je me demande comment il pouvait travailler à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas les derniers progrès de la technique informatique moderne. Et il a écrit beaucoup, et il expliquait comment il fallait, lorsqu'on avait un bobo, comment il fallait nettoyer une plaie. Il a donné d'ailleurs des détails sur la médecine dans les années 18-20, la mortalité dans un Pinkes très très bon. C'était un homme absolument universel. Et puis, il y avait également Henri Mizeles, des articles de cosmétiques ou des articles culinaires, par exemple. Oui, alors avant d'y venir, je voudrais citer la deuxième personne quand même, c'était le docteur Courland. Le docteur Courland qui a officié ici à Paris avant de partir à Tibériade, qui était un disciple de Tzemar Shabbat et qui écrivait dans Unserwort et il était à la tête d'une institution qui s'appelait la Goutte de lait, et il écrivait des articles. Et puis, bien sûr, il y a eu aussi des articles sur les cosmétiques, sur les médicaments, comment il fallait les prendre. Et puis, j'ai une amie qui, je crois, elle écrit encore maintenant aux États-Unis dans le Forward, Cyrus Steingart, qui donnait des conseils culinaires ou comment élever un enfant. Alors, je trouve ça très bien, parce que c'est aussi, à mon avis, c'est la note gaie, disons, de la vulgarisation scientifique. Henri Mizeles, merci. Au cours d'une prochaine émission, ce sera la dernière. Nous parlerons de la presse yiddish en 1900, de nos jours, au début des années 90, et nous poserons la question classique, déclin ou renouvellement. Merci Henri Mizeles.
C'était l'aventure de la presse yiddish, une série d'émissions proposée par Radio Communauté Judaïque FM avec le concours de la Fondation Doron.